Je suis absolument ravi de vous retrouver. Vous êtes dans l'invité de la rédaction de l'AGP. Bonjour et bienvenue. Cet entretien de l'agence guinéenne de presse consiste à décortiquer l'actualité en invitant des personnalités de taille. Aujourd'hui, nous avons Ousmane Diallo. Il est le président de l'association des vidangeurs de Guinée. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour Djibril. Merci d'être venu. C'est toujours un plaisir de recevoir, d'être invité et d'être présent aussi. Alors je disais tout à l'heure, Ousmane Diallo est le président de l'association des vidangeurs de Guinée. Il est aussi le directeur général des vidangeurs de Guinée, je parviens à le dire ainsi. Alors la première question, toute simple qu'on va vous poser, monsieur Diallo, depuis combien de temps vous êtes dans la profession d'assainissement et de vidange? C'est pour petite histoire, je pense que pour être très bref, depuis 2016, je suis rentré des études de 2016 et j'ai repris une activité familiale qui à la base était un peu trop généraliste et moi je l'ai recentré sur le volet assainissement. Donc depuis 2016 on peut dire. Je pense que c'est sur la base d'une réflexion, d'une longue réflexion, sachant que moi mon parcours était un tout petit peu atypique parce que évoluant, ayant un background déjà dans tout ce qui est entrepreneuriat, mais aussi avec l'économie sociale et solidaire. Donc, quand je suis entré, il fallait quand même trouver un secteur d'activité où il faut aligner les deux, c'est-à-dire où il faut entreprendre avec beaucoup plus d'impact. Donc, l'idée d'entrer dans l'assainissement est venue comme ça, sachant que déjà, il y avait un acquis. Et quand je suis rentré, il y avait déjà une petite logistique que moi j'avais trouvée en place. Ouais. Et voilà, je me suis recentré sur ça et j'ai commencé réellement les activités en fin 2016, début 2017. Très bien dit. Deuxième question, le traitement des déchets solides constitue un véritable problème dans notre capitale. Il faut quand même le généraliser si vous voulez, en Guinée. Comment vous parvenez à vous sortir? Ça, c'est vraiment une question qui revient toujours. Hein, ouais. Parce que déjà, le secteur, il est stigmatisant. Ouais. C'est-à-dire l'assainissement. On dit oui, il est dans l'assainissement. Et après, c'est comment tu fais pour t'en sortir? Ouais. Sachant que je pense que quand tu fais au moins 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et il y a un modèle économique quand même derrière. Donc, les gens sont beaucoup plus curieux à savoir exactement comment est-ce que tu fais pour t'en sortir. Et comme je l'ai dit ici tantôt, l'économie sociale et solidaire, nous sommes dans tout ce qui est économie circulaire en fait. Et économie circulaire, ça nécessite beaucoup plus d'implication de tout le monde. Ouais. Et le niveau de revenu est partagé. C'est le niveau de revenu partagé. Donc, vous allez voir par exemple dans le secteur d'activité, on emploie beaucoup plus de personnes que dans beaucoup plus de secteurs, mais que la redistribution du revenu est beaucoup plus équitable. Raison pour laquelle c'est pas forcément la taille des employés qui déterminent le modèle économique, mais ce qui détermine ce modèle économique derrière, c'est que chaque personne, chaque collaborateur de travail, quand il vient, il espère entrer au moins avec une petite dépense. Donc, c'est ce qui motive. Donc, nous, derrière, on se base beaucoup plus sur ça pour développer le modèle économique. Donc, on part toucher généralement les couches les plus vulnérables, qui sont généralement désespérées, voilà, qui sont marginalisés des fois, et on leur motive, on leur donne de la qualification, et ils restent avec nous pour développer notre vision. Et c'est un tout petit peu les modèles sur lesquels nous on se base pour développer l'activité. Et je prends un exemple concret, c'est au niveau du ramassage, de la collecte des déchets dans les différents quartiers. Généralement, les gens qui s'y prêtent à cet exercice, c'est un tout petit peu des gens qui sont un peu désespérés et que après, nous derrière, on est là pour leur donner plus, comme je l'ai dit, de chance, mais tout en leur disant qu'il n'y a pas de sous-métier. Donc, voici un tout petit peu les modèles sur lesquels on se base, des petits modèles, mais le plus important, c'est quand on cumule tous ces modèles. C'est-à-dire aujourd'hui, quand je prends un ménage, un quartier où il y a 500 ménages, un exemple, et que le 500 ménages-là, chacun essaye de te payer au moins 30 000 francs guinéens, je m'excuse. Vous voyez le modèle que ça génère quand on multiplie ne serait-ce que 30 000 fois 500 ménages et juste sur un rayon, je vais dire, ce qu'on appelle ici des secteurs d'activité, les secteurs dans les quartiers. Donc, en fin de compte, tu te retrouves quand même avec un modèle économique rentable, mais aussi viable. Mais est-ce que ce modèle-là est expérimenté par LVG? Oui, nous, c'est le modèle qu'on pratique dans tout ce qui est pré-collecte, dans les zones où on pratique les déchets, on fait de l'activité d'assainissement des déchets solides et où on a en charge tout ce qui est pré-collecte.
Donc, on a des zones dans le Grand Conakry aujourd'hui où on assure cette activité. Donc, c'est des modèles comme ça qu'on essaie de développer. D'accord. Cette question que je voudrais aussi vous poser, vous êtes spécialisé dans le curage et le débouchage. Est-ce qu'il y a un partenariat entre vous et l'État pour rendre propre la ville? Déjà, le secteur d'assainissement, c'est un secteur public, je pense. Nous, on fait, le privé de l'assainissement fait un peu, accompagne l'État, accompagne le secteur public dans ses activités. Donc forcément, il y a des partenariats, parce que déjà, quand je prends le cas des déchets solides, et je pense que aujourd'hui, c'est l'effort de l'État qui fait que une bonne partie de Conakry est couverte par ce qu'on appelle des entreprises à taille très réduite. Et aujourd'hui, c'est des conventions de partenariat qui existent, ne serait-ce qu'avec l'État au niveau intermédiaire. Là, je parle des collectivités et qui ont la dérogation de l'État au niveau central. Donc, ça veut dire tout naturellement, il y a des partenariats, il y a des pistes de collaboration entre les entreprises privées dans l'assainissement et l'État. À part ce partenariat, percevez-vous une subvention ou une aide financière de la part de l'État ou d'autres partenaires? Subvention, peut-être c'est allié beaucoup plus à l'aspect financier. Et aujourd'hui, à ma connaissance, on n'a pas toutes les connaissances, mais à ma connaissance, on n'a pas quand même une ligne qui est orientée, hein, accompagnement des entreprises dans ce secteur d'activité. Mais il y a aussi des formes d'accompagnement. Quand je mets un tout petit peu ma casquette de financier, il y a des modèles d'accompagnement qui peuvent venir atténuer un tout petit peu les obstacles, en fait, c'est-à-dire les chocs. Si aujourd'hui, une cotation, une redevance que vous devez payer à la commune qui est estimée à 50% et que vous arrivez par exemple à faire un plaidoyer et que réduisent au fait cette quote-part, je pense que c'est une façon aussi de vous subventionner, pas directement mais d'une manière indirecte. Donc il y a ces phénomènes aujourd'hui qui se créent avec les différentes communes qui sont là, avec les délégations spéciales, hein. Et l'État aussi à un niveau central, ça se fait, ça se négocie. Ça se fait, ça se négocie annuellement ou c'est pas trimestriel? Non, ça dépend. Par exemple, nous, on a aujourd'hui ce qu'on appelle l'obligation de fournir des rapports. Quand je prends des segments d'activité, comme la gestion d'infrastructures d'assainissement qu'on a sous le contrôle des communes, nous avons aujourd'hui dans notre contrat, dans notre convention, des informations relatives à donner à chaque fois aux communes. Et dans ces informations, il y a tout ce qui est rapport d'activité. Donc, dans ça, c'est inclus le rapport financier. Donc, à un certain niveau, on est obligé, en justifiant, par exemple, nos dépenses, pour pouvoir réduire un tout petit peu ce qu'on devait verser au niveau de la commune ou au niveau de l'État. Depuis que vous avez commencé, quels sont les endroits que vous avez assainis, déjà? Bon, de façon générale, on assainit tout Conakry. Quand je prends l'assainissement quand je prends le transversal, hein, l'assainissement liquide aujourd'hui, l'assainissement liquide, je vais basculer un tout petit peu. Ça, on est dans Kaloum. Aujourd'hui, on est dans Kaloum. On assainit quotidiennement Kaloum. Kaloum, c'est un réseau d'assainissement qui est là. C'est pas les fosses septiques qui sont là, c'est un réseau d'assainissement. Et nous, on a la charge derrière d'entretenir ce réseau d'assainissement qui est là. Donc, si vous remarquez, il y a 2 ans quand même, il y a une nette amélioration sur la remontée des eaux usées à Kaloum. Donc, qui avant quand même se faisait beaucoup plus sentir. Il n'y avait pas une personne qui rentrait à Kaloum sans au moins être confronté à ces eaux usées. Mais ces 2 ans, c'est parce que tout simplement, il y a un entretien régulier qui est là. Et aujourd'hui, nous utilisons les moyens logistiques, si vous le remarquez, à Kaloum, par exemple, des camions hydrocureurs qui sont là permanemment. Et même la population a pris l'habitude aujourd'hui à nous appeler. C'est-à-dire, ils savent qu'il y a un service dédié pour entretenir ce réseau. Donc, s'il y a des remontées d'eau que eux, ils trouvent généralement que nous ne sommes pas informés, et ils nous appellent. Donc, c'est un tout petit peu, voilà, nos actions qu'on est en train de faire. Donc, ça, c'est l'assainissement de Kaloum. Maintenant, dans les autres périphéries, nous avons aussi une partie de Matam, nous avons une partie de Dixine, nous avons dans les déchets solides aujourd'hui, la commune de Somfonia, c'est un exemple chez nous, où on gère au moins 2 infrastructures d'assainissement qu'on appelle les zones de transit et de tri. Donc, où tous les déchets ménagers sont collectés, voilà, qui deviennent des zones tampons avant l'acheminement, en fait, au niveau de la décharge finale. Très bien dit. Parlant des déchets solides et des eaux usées, on va dire comme ça,
Est-ce que vous êtes en déficit de dépôt? C'est-à-dire, quand vous prenez par exemple à Kaloum, est-ce que vous avez un endroit où le mettre? Oui, c'est ça déjà, c'est l'une des conséquences, l'une des causes de la mauvaise gestion des déchets solides ou liquides. C'est l'insuffisance, au fait, des infrastructures d'assainissement. Et là, vous avez touché un point où, normalement, s'il faut mieux gérer une chaîne de valeur de l'assainissement, il faut commencer déjà à mettre des infrastructures d'assainissement qui sont très adéquats, en fait. Donc là, on parle de dépotoirs contrôlés. Et on parle de stations de traitement et valorisation de bourre-vidange. Et on parle des bacs à ordures déjà dans les marchés, par exemple. Ça, c'est des infrastructures. Aujourd'hui, normalement, il doit y avoir des bacs qui sont conformes dans les lieux où on produit beaucoup plus de déchets. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un déficit sur lequel on peut remédier pour maintenir cette gestion saine de l'assainissement. Oui, parlant de l'assainissement, on va dire que la bataille est loin d'être gagnée. Ah oui, parce que franchement, aujourd'hui, il faut que chacun soit conscient. Je pense que l'assainissement, c'est quand on extrapole un tout petit peu, on voit l'évolution au fait de la population qui est là, qui n'est pas trop prise en compte dans la planification adéquate au fait de la gestion de l'assainissement. Ouais. Au fait, tout vient de là. Et aujourd'hui, vous remarquerez autant que moi, dans les différents quartiers, dans les zones où il y a une forte agglomération, que la quantité produite de déchets devient de plus en plus importante et que derrière, le système a du mal à suivre. Donc là, ça nous ramène à une question de planification. Donc je pense que tant que cette option, cette tranche de planification n'est pas prise en compte, et ça c'est au niveau décisionnel, le problème risque de persister d'année en année. Et on ne peut pas contrôler aujourd'hui l'évolution de la population, c'est difficile. On arrive à le faire dans nos pays, mais dans nos pays, je pense que quand même c'est très compliqué à le faire. Donc il faut s'attendre à une quantité très importante, très évolutive, d'année en année. Donc moi je me dis c'est un sérieux problème. Ok, un sérieux problème. Et vous tendez la perche. Je vais poser une question liée à ça. Et quels sont les véritables problèmes que vous rencontrez dans votre travail au quotidien? D'accord. Au quotidien, déjà, je parlais de la planification tout à l'heure, c'est-à-dire la croissance rapide de la population. Et de l'autre côté, on peut aussi parler de la sensibilisation, c'est-à-dire de l'absence de communication, et où les gens ne sont pas préparés à tout ce qui est système de tri de base, et où il y a un manque d'infrastructures d'assainissement. Ça c'est des problèmes. Il ne s'agit pas de collecter, nous on est collecteurs. Et derrière, il faut quand même qu'on nous montre des endroits spécifiés, adaptés, ou dépoter ou transférer les déchets. Donc je me dis qu'à ce niveau, il y a un problème. Donc on peut les structurer à 3 niveaux. C'est-à-dire un problème de croissance qui n'est pas maîtrisé par manque de planification. Deuxièmement, une problématique de manque de sensibilisation, exactement, de manque de sensibilisation. Oui. Et le troisième niveau, c'est l'insuffisance d'infrastructures d'assainissement qui sont adéquates et adaptées pour ce secteur. Déjà, on est au terme de l'entretien. Est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit des autorités de la transition? Oui, déjà, je pense qu'il y a, depuis je parlais de 2 ans tout à l'heure, et il y a une nette amélioration au niveau de tout ce qui est assainissement liquide. Et aujourd'hui, je pense que les politiques aussi doivent accélérer le pas au niveau de tout ce qui est assainissement solide pour pouvoir mettre vraiment une réglementation très claire, très adaptée à notre contexte. Je prends souvent l'exemple de ne pas aller trop loin en Chine, aux États-Unis, en France. Allez-y, juste au Sénégal, les modèles. On ne réinvente plus la roue. On est dans un monde où on prend, on copie, on colle et on adapte un tout petit peu. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour ne pas trop rester encore dans cette situation, il faut qu'on essaye d'adapter des bons modèles qui ont fonctionné à côté et voilà, de faire ça. Et merci pour... merci déjà pour tous les efforts. Ousmane Diallo. Ousmane Diallo. Mais c'est bien, Ousmane, je tends vers ça. Ça c'est bien, c'est un souhait. Merci. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir pour moi et je vous remercie. Et j'espère revenir dans cette émission parce que voilà, là, je pense que c'est très intéressant. Merci.
Ousmane Diallo est président de l'association des vidangeurs de Guinée. Merci à vous les internautes, on va dire mille merci. Merci à l'équipe de production de l'AGP. Merci également à nos amis de la RTG pour la rediffusion. Et n'oubliez pas, et j'insiste, n'oubliez pas de consulter notre site web le www.agpguinée.com. AGP au cœur de l'information.